matin et soir, Ok. avant et après les cours. Donc j'avais pas le temps. C'était vraiment Ok. natation, école, voilà. Je vais te donner plusieurs passions renouvelables et comme ça vous pourrez me sortir la vôtre. Alors il y en a une que je vous ai donnée hors caméra sur la masturbation. la dire. Parce que Maro qui Parce que parle j'étais là, mais français. comment lui expliquer la géographie? C'est gênant. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Ne vous inquiétez pas, là ça a commencé. Moi j'ai pas d'intro hyper complexe. Si on avait Erwan qui faisait bonjour, non je le charrie pour commencer. Bon merci les filles d'être venues, c'est cool. Merci à toi. Merci à Ça toi. ça fait plaisir. Écoutez, je vous propose, parce qu'en plus là on est timé, on a la qualité vidéo mais on est timé. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Le nom du podcast c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire, mais là en l'occurrence ça va être Mère Castor. Voilà, exactement. Raconte-nous ton histoire. Alors l'idée elle est très simple, c'est qu'on va remonter à votre premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Alors vous voulez que je dise investisseur ou investisseuse? Je m'en fous. On s'en fout? Ok. Ouais. Je garde tout investisseur, c'est bon? Ouais, c'est très bien. Ok, on remonte à ce premier souvenir. Donc là, normalement, quand je vous pose la question, vous avez déjà des choses qui remontent en tête. Ouais. Et ensuite, on va défiler le fleuve ou la rivière de votre vie. Et en fait, on va mettre des barrages. Donc moi, en l'occurrence, en tant que castor, les barrages, c'est les questions que je vais vous poser. Et donc, on va remonter un petit peu tout ce Question fleuve. piège ou pas? Non, juste à la fin, mais je t'ai T'as déjà dit dit que la t'étais question. gentil. Voilà, elle a 1 heure pour se préparer là. Voilà, t'as 1 heure pour là. T'as trouvé ou pas la passion? Non, pas du tout. Ouais. Moi, T'as toujours trouvé? pas. Non, Arrête. je te jure que non. Moi, je vous lâcherai pas. Oh merde. S'il faut, on prendra une deuxième heure. Et donc, on va jusqu'au bout. Et à la fin, on terminera avec 2 questions pour terminer. Ok. Qui veut commencer sur son premier souvenir? Je laisse la Valoche démarrer. Allez. Mon premier souvenir, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, ont vécu. C'est le fameux stand de limonade. Où, c'est ça, non? Enfin, Ouais, toi, c'est ça, ouais. Ouais. C'était en fait notre mère avait une boîte et du coup dans le parking du hangar en fait on avait installé une petite table et on vendait des limonades et on avait je sais pas genre 6 ans, une connerie comme ça. Ok. Ça voilà, c'est la première Donc toi t'avais 6, toi t'avais 4. Bah alors moi j'ai pas Elle participé était à pas ça, là, du coup c'était avec notre haute grande sœur. Moi j'avais 4 ans du coup donc peut-être que j'y étais mais je m'en souviens pas. Ah c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu dis notre grande sœur, je savais pas, vous êtes 3 sœurs Ouais, 3 Ok. filles, ouais. et vous avez décidé de bosser à 2 mais pas à Ouais. 3. Non, ouais. Ok, intéressant, bon, on y reviendra peut-être après. Et du coup tu disais ton premier souvenir, pardon? Et j'ai pas les mêmes, enfin j'ai pas de souvenirs comme ça. Non, je disais à Val ce matin en rigolant, la seule chose c'est que je me faisais payer pour nettoyer sa chambre et la chambre de ma grande sœur. Mais attention, c'était genre 2-3 centimes. ou genre 3 billes ou Donc du coup un j'ai dit à Val, élastique. c'est peut-être plutôt de l'exploitation, tu vois. L'esclavage des temps voilà. modernes quoi. Ouais. Ah, c'est ce que vous Donc, faisiez à l'époque. Et t'avais quel ouais. âge? T'avais 5 ans genre? Ah ouais, non, on était arrivé en France, donc j'avais à partir de mes 6 ans, je pense. Vous êtes... 7 ans. Parce que du coup vous étiez dans un autre pays au départ? On est belge Ouais. de base. Ah ok, à Belgique, Perpignan. Ouais. Ouais. On a grandi vers Fallait Anvers. du soleil, quoi. Je comprends. Il y en avait marre. Hein. Ouais, Ah c'est c'est clair. marrant, qu'est-ce qui a fait que vous avez bougé la limonade ça se vendait pas trop Ça marche plus dans le sud quand il fait chaud. Non, en fait, nos parents sont belges, mais ils sont partis aux États-Unis pendant quelques années pour le taf de notre père, parce qu'il était dans l'armée de l'air belge, et donc il a formé des pilotes aux États-Unis. Ok. Et quand ils sont rentrés en Belgique, en fait, ils ont tout simplement déprimé à cause de la météo, vraiment, pour le coup. Ouais. Et ils ont cherché le point le plus au sud, mais qui était... Francophone? Ouais, parce qu'ils Ouais, ont ils ont- étudié un peu l'Italie et l'Espagne, mais ils parlaient pas italien, ils parlaient pas Bah, espagnol. il y a Agadir, hein. Point le plus au sud. C'était Agadir. une vanne. Parce que Maro qui Parce que parle j'étais là, mais français. comment lui expliquer la géographie? C'est gênant. Non, parce que Maro qui parle français, c'est pour ça. Ouais. J'arrive. Non, parce mais que il du coup, fallait notre père bossait, Ouais. a toujours quand même bossé à Amsterdam, parce qu'il est pilote de ligne. Et donc, il fallait quand même un aéroport assez proche pour qu'il puisse avoir assez de liaisons aussi pour pouvoir rapidement aller au taf. Et voilà, rentrer après le taf et pas passer 2 jours en avion, quoi. Ok, trop Voilà. cool. Et ben merci pour cette introduction. Du coup, on va remonter loin parce que du coup, c'est à partir de 5-6 ans. Donc, on va pouvoir défiler un peu tout ça. Mais avant, est-ce que l'une de vous deux peut vous présenter ce que vous faites aujourd'hui et qui vous êtes? Comme ça, on va voir tout le cheminement qui fait qui vous êtes devenu en 2-3 minutes. Vas-y. Donc du coup, Sophie et Valérie, je sais même pas si on a dit nos prénoms du coup. T'as dit Valoche. Valoche, bon ben, Super.
C'est Valérie. Donc on est sœurs toutes les deux et on a fondé ensemble 2 boîtes, Siving Sisters, qui est donc un centre de formation et de conseil dans l'immobilier, et une agence immobilière aussi. Et donc on a monté ça ensemble il y a presque 3 ans. On a d'autres structures aussi à côté, mais ça c'est vraiment nos activités principales. Et donc, on accompagne des investisseurs un peu partout en France, dans les dom-toms aussi, et parfois à l'étranger, pour faire leurs premiers investissements IMO. Et, Vous avez une agence immobilière qui s'appelle Siving Sisters aussi? Siving Immobilier. Ah, ouais. trop cool. Ouais. Ok. Pourquoi Siving? C'est le nom de famille de nos 2 parents. Ok. Sivertsen Ingalls, Siving. Voilà. Donc vous appelez Valérie et Sophie Siving. Ingalls. Non, Ingalls. alors Ingalls, et en fait, le Siving, c'est les 3 premières lettres du nom de notre mère, et Siving, c'est les 3 premières lettres du nom de famille de notre père. Donc, Ok. mélanger Ok. tout ça. Et en plus, j'ai regardé sur internet, ça veut dire quelque chose. Vous avez checké ça ou pas du tout? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Non, mais je vais pas dire de conneries, mais je suis allé voir parce que du coup, vu que j'avais un peu honte parce que je me suis dit, ça fait 4 mois que je suis en Angleterre et je suis pas capable de savoir ce que veut dire ce mot qui a une consonance anglaise. Et donc, du coup, je suis allé sur Google Traduction et en anglais, ça veut dire quelque chose. Mais je sais pas. Ah En bon fait, au départ, je croyais que vous aviez mis Sibling Sisters. Ah Donc, oui. en mode vraiment jumelles. les. Oui. Ok. Et en fait, du coup, Siblings, Sibling, je connaissais c'est ça. pas. Attends, Et mais ça veut dire quelque chose. Mais c'est pas aboiement ou un truc. Il y a non, pas c'est un truc un peu. C'est un truc qui est cohérent en plus. Ah oui. C'est genre. Enfin, je vais dire une connerie, mais genre allié ou un truc comme ça. Enfin, il Oh. y a un truc un peu cohérent. Ah, genre. et s'il faut, on tient un truc qu'on savait même pas. La meuf savait absolument pas. Elle vient de l'apprendre en live. Super. Non, mais je. Bah écoute, je suis contente que ce soit un truc cool et pas Ouais. un truc en mode Non, une c'est connerie quoi. Non, c'est bah en vrai Bah, quand je très l'ai bien. vu, je me suis dit ok, cohérent, je connaissais pas ce mot en anglais, je suis juste une bouse et en fait ça va, je suis rassuré parce que c'est Ça un mot n'avait que rien à voir, j'ai presque quoi. inventé en fait. Ouais, du coup. Ouais. Et ils l'ont repris sur la rousse, ils ont dit bon, on va le placer. Ok, bon bah trop cool, bah merci donc pour ce que vous faites aujourd'hui. Juste l'agence immobilière par curiosité, on en avait parlé au départ. Vous faites de la transaction classique, vous faites Transaction, ouais. Ok, Que vous de la faites transaction. mandat de vente, mandat de recherche. Ouais, c'est Ok, ça. Ouais. ça marche sur Perpignan, j'imagine. Pour l'instant, Sur on les est sur PO, ouais. les PO en général. Ouais. Pyrénées-Orientales. Ok, Ouais. ça marche. Et du coup, vous êtes toutes les deux associées, j'imagine. Mhm. Oui. Et vous avez, c'est un réseau de mandataires, je suppose, ou vous avez une agence physique On a des bureaux, mais on reçoit pas forcément de public. Ok, Et du coup, on a 2 commerciaux qui bossent avec nous aujourd'hui. ok. Donc 2 personnes sur Siving Immobilier et après sur Siving Sisters, on est 11. Ouais. 10, 11. Oui. 11. Ah, vous êtes 11 Ouais. Ouais. En freelance ou en salarié? Une salariée et après les autres en freelance. Ok, Ouais. ok, ça marche, trop cool. Coach, closer, j'imagine, Ouais, ce genre de ouais, choses. c'est Ok. ça. Commerciaux. CM, une personne qui s'occupe de toute la stratégie, communication, etc. Monteur vidéo. C'est vous qui répondez aux assistant. messages quand même? Non. Non. Non, en Bah, fait- ce matin, tu m'as appelé, Si, donc. si, si, oui, moi. non, si, en fait, c'est pas nous qui faisons la première, on va dire, la première entrée en matière. Par contre, quand on communique effectivement avec des personnes comme toi, du coup, une fois que notre assistante elle a fait passer le message, on est là, quoi. Ouais, en fait, on reçoit pas mal de messages, donc on filtre vachement. Et Ouais. donc, Ok. elle nous fait passer les messages qu'on Ah, veut vous recevez regarder. beaucoup. C'est quoi, pour avoir une idée, vous avez en gros, vous avez quoi, 35-40 000 abonnés sur Insta à peu près, c'est ça? 37, Ouais. presque 38, je crois. Ouais. Ok. Je sais pas, je dirais. Ça En fait, dépend des c'est périodes. des vagues. Il va y avoir des C'est les nouveaux réels, genre abonnés. Ouais. Quand vous avez des réels qui pètent, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, je pense que ça tourne quand même à une centaine de conversations tout le temps, quoi. Soit des conversations qui s'arrêtent ou qui, Ok. tu vois. Ouais. Je dirais une centaine, peut-être parfois plus. C'est cool. Et en plus, vous avez lancé ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 2020, c'est ça? C'était en juin 2021. 2021. Ouais, Ok. ça va faire 3 ans là. Ouais. Ok, ça marche. Mais c'est bien, vous avez bien avancé quand même. Hein. Vous avez acheté votre premier bien en quelle année? En 2020. Ouais, toutes Ouais. les deux en Ah, 2020. en plus, vous êtes des générations plus. Tu disais que j'étais jeune, mais c'est vous qui êtes plus jeune que moi. Ben non. Non, mais moi j'ai commencé à investir. Nous, on fait par promotion des années. Moi, j'ai commencé en Ah oui, 2018. Oui, donc on Mais est attends, mais plus jeune t'étais que toi. super jeune du coup. Ah bah dès que j'ai eu 18 ans. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai investi. Ouais. Putain, c'est hyper précoce. C'est Ben, super. je voulais même investir avant. Mais en fait, quand t'es mineur, c'est un peu chiant. Donc, Ouais. du coup, j'ai commencé à. Mais moi, le truc, c'était que c'était vraiment l'IMO de base. Et du coup, c'est toujours l'IMO d'ailleurs. Mais... Et attends, c'est mais des comment ça conseils. se fait? Parce que du coup, on va. Ouais, tu veux L'interview, changer, il c'est ça, va. c'est moi qui t'interview. Non, mais pour te raconter rapidement, en gros, j'ai commencé à m'associer en fait. Parce que moi, j'ai fait un cursus, on va venir sur le vôtre, mais j'ai fait un cursus classe préparatoire école de commerce. Ok. Et du coup, j'étais pas finançable. Donc, je me suis associé avec des personnes. Ok. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à investir. Excellent. Génial. Trouver des solutions toujours. Ouais, exactement. C'est bien ça. Bon,
Vous avez 6 ans, on est en 2000, en gros. C'est quoi la suite des étapes ? Est-ce que vous avez eu des événements marquants, des moments importants avant qu'on arrive ? Je dirais, est-ce que vous avez eu d'autres événements entrepreneuriaux qui vous ont marqué avant vos 18 ans ? Parce qu'après, on va passer sur votre parcours universitaire, c'est intéressant de le dire, mais durant c'est entre 6 et 18. Non, côté entrepreneurial, pardon, je pense pas, vraiment pas. T'as pas continué à vendre de limonade ? Non, pas du tout. Non, c'est vrai ? Non, mais j'étais nageuse de haut niveau, donc ça me prenait tout mon temps en fait. Ah, c'est vrai ? Ouais, je nageais oui, j'avais entendu ça. 4 heures par jour en fait, matin et soir, avant et après les cours. Donc j'avais pas le temps. C'était vraiment natation école, voilà. C'est bien, on a un fleuron national dans la natation maintenant. Non mais c'est vrai, le jeune là, je sais plus comment il s'appelle. Léon Marchand. Ouais, cartonne, très fort. Mais j'ai fait beaucoup de natation moi aussi. C'est vrai, 10 ans de natation, ouais. Ah ouais. Mais j'étais pas à un niveau, mais j'ai fait 10 ans de natation. Ouais. Mais c'est excellent, c'est une bonne école de la vie ça. Hein. Ouais. Après moi j'aime bien être entouré de gens. C'est vrai que la natation, tu te fais chier solo. Tu te sens un peu seul. J'ai voulu mettre, avoir un casque parce que j'ai voulu faire avec des écouteurs, mais c'est merdique pour nager. Et je voulais avoir un casque par voie osseuse. Et je sais pas, t'as testé ou t'as jamais testé ? En gros, t'as des casques. Alors je sais pas si vous avez vu, mais tu peux utiliser des écouteurs classiques. Mais sinon, tu peux avoir par voie osseuse. Donc tu mets pas dans ton oreille, mais le son passe par ici. J'ai jamais vu. Et si je dis pas de bêtises, c'est osselets en fait. Et du coup, ça te permet de nager dans l'eau et d'écouter un podcast, etc. T'as jamais fait du coup ? Non. Parce que tu te sens vite seul quand même dans l'eau. Hein. Enfin, moi, tu réfléchis, ouais. Ouais, tu réfléchis beaucoup. T'as beaucoup du coup. T'as le temps de réfléchir à pas mal de choses, ouais. Ah, du coup, t'as fait nageuse de haut niveau, t'as fait les France et... Ouais, France, championnat de France. Belgique aussi. Championnat de Belgique. Et j'ai loupé les qualifs à chaque fois à que dalle, quoi. Vraiment, ouais. Tu faisais quoi, nage libre Je faisais du papillon, 100-200 papes. Et ouais. Du coup, voilà. Ok, donc ça a drivé de tes 10 ans à... Alors j'ai commencé, j'avais peut-être 12 ans, 11 ans, à 13 ans j'étais déjà en sport-études, et après j'ai arrêté quand j'avais 22 ans. Ouais. Parce que du coup je suis allée aux US pour mes études pour nager, pour continuer le haut niveau. Ok. Et après à la fin du bachelor, j'ai arrêté. Parce qu'ils sont dans un autre game aux US pour la natation ? Ah ouais, c'est des malades. Hein. Regarde Léon Marchand. Et ils s'entraînent aux US maintenant ? Ouais. Ok. Ouais, c'est... je sais pas, au JO, c'est vraiment les US qui dominent, quoi. Et alors là, j'ai une question pour mon papa. Est-ce que dans le milieu professionnel, ça se charge ou pas ? Ça se charge ? Tu prends ils prennent des produits ou pas ? Pas du tout. Non, aucun. Non. Vous avez trop de contrôles et tout, c'est pas possible. On a des contrôles toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on a des contrôles, et c'était vraiment... c'était random, mais du coup, tu savais pas si t'allais être testé ou pas. Des fois, tu pouvais ne pas être testé pendant 2 mois, mais vu que tu savais jamais quand t'allais être testé, tu faisais pas n'importe quoi. Ouais. Donc il y a personne tout le monde se pose la question, mais. Okay. Et on avait un nutritionniste dans l'équipe qui vérifiait tout ce qu'on consommait, quoi. Donc même les médocs, les compléments alimentaires, les choses comme ça, c'était quand même les coachs, les nutritionnistes, ils vérifient toute la liste. Même aux US. Même aux US, ouais. Okay. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des endroits où des coachs qui sont pas, qui sont à l'exception. Mais en fait, aux US, au niveau universitaire, tu as quand même un organisme qui gère le sport universitaire qui est très, très, très réglementé, qui est très, très professionnel. Et non, c'est très structuré quand même. Ok. Et alors, les US, c'est comme les séries télé ou pas Ouais. C'est vrai ? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais ? Ouais. L'université là-bas, en plus, toi, t'étais en sport-études, donc je crois que c'est bien valorisé là-bas. Ah, mais là-bas, ils ont une culture du sport qui est juste dingue. Ah ouais ? Où vraiment, ils te mettent sur un piédestal, quoi. T'es sportif de haut niveau, t'es le roi du pétrole. Alors que t'es en France, limite, les profs, ils sont là en mode, mais vu que t'es sportif, t'es un mauvais élève, tu fais pas tes trucs. Là-bas, c'est waouh, t'es sportif, donc t'es un ovni, quoi. Ouais. Donc non, c'est exactement ça. Et puis la fac, comme dans les films, quoi. C'était une très grosse fac avec. T'étais où ? Alors j'ai fait 2 années à Auburn, dans l'Alabama. Et je connais pas. C'est pas connu, mais aux US, c'est assez connu pour le sport, justement. C'est une très très bonne fac de sport. Okay. Et après, j'ai fait FIU à Miami pendant 2 ans. Ok. Voilà. Et alors aussi, une autre question, j'imagine que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu payes les frais de scolarité ? Comment ça fonctionne ? Et est-ce que c'est vraiment hors de prix ? Alors, oui, c'est hors de prix si jamais t'as pas de bourse. Mais justement, avec le sport, t'as des bourses. En annuel à peu près ? Les facs les moins chers, c'est genre 30 000 € l'année. Les plus chers, c'est genre dans les 80 000 $ l'année, quoi. Ouais, ça commence à... fois 4 années, ça commence à faire mal. Parce qu'un master, là-bas, c'est 4 ans. Non, c'est la licence, ouais. Ah, bachelor, ok. Ouais, la licence, c'est 4 ans. Ouais. Et après, le master, souvent, c'est en 1 an. Ok. Donc, ils font quand même bac plus 5 si tu vas aller jusqu'au master, mais c'est juste que c'est différent, ouais. Ok, ouais, donc un bachelor aux US, c'est quasiment l'équivalent d'un master en France. Ouais. Quasi. Ok. Et le niveau d'études est comparé à la France ? Ah non, par contre, non. Voilà. C'est pas ouf. Ah, c'est vrai ?
Ah, c'est intéressant, ça, comme vision. Ouais. Après, je pense que ça dépend des facs, ça dépend des secteurs, ça dépend de tout ça. Mais non, le niveau est pas bon, quoi. En fait, le niveau au lycée est tellement pas bon que quand tu arrives à la fac, tu as quand même des cours de tronc commun, donc maths, histoire, art et tout ça, pour remettre à niveau un peu tout le monde et s'assurer que tout le monde repart. Mais je pense que le niveau lycée en France, tu arrives là-bas, tu gères complètement la fac, quoi. Pas un problème. Mais d'où l'intérêt de faire des sports aussi, c'est que tu as la possibilité, si tu es bon dans ton sport, d'avoir des bourses. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a aussi énormément de personnes qui arrivent à aller faire leurs études, c'est qu'ils ont du coup des bourses. Après, il faut être sélectionné, j'imagine. C'est quand tu es dans un top 10 dans ta discipline, dans ton pays. Ça dépend, en fait, il y a plein de niveaux. Hein. Okay. Même, ça dépend des sports aussi. La natation, c'est assez compétitif. Mais par exemple, l'athlétisme, le mec qui fait les départementaux en France, il peut partir aux US, avoir une bourse. Ah ouais. Mais il partira pas dans les meilleures facs. Enfin, il y a des systèmes de division. Aussi, et du coup, il partira dans un junior college ou une fac un peu moins connue. Quoi. Après, c'est stylé, quoi. Ouais, c'est cool. C'est marrant. Puis au moins, tu progresses en anglais. T'as besoin de faire comme moi, d'y retourner là, comme ça. C'est pas que j'aime pas l'Angleterre, mais le temps. Moi, j'aurais fait comme vos parents, quoi. Je serais parti du nord vers le sud. Ah ouais. J'ai vécu dans le sud. Moi, j'habitais à Toulon. Ah ouais, sympa. J'habitais à Toulon, ouais, j'habite à Toulon. Maintenant, j'habite à Vannes en Bretagne. C'est sympa aussi. Mais je le dis Vannes, parce que c'est joli, non? Vannes, c'est joli. Ouais, c'est magnifique. Non, mais j'ai une copine qui s'est installée là-bas et franchement, de ce qu'elle me montre, j'ai envie d'aller voir. Quoi. Ah bon? Ouais. Mais il fait froid, quoi. Eh ben écoute, le soleil, c'est trop important. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, hein, ça change. Pour le coup, je suis revenu donc jeudi dernier à Paris. Moi, ça me fait l'effet à chaque fois quand je reviens de l'Angleterre, parce que j'y vais depuis fin novembre à peu près 2 à 3 semaines par mois. Quand je reviens, j'ai l'impression d'être à Madrid. Hein. Même si le temps est cata à Paris, je te jure, j'ai l'impression d'être à Madrid. Viens pas à Paris parce que tu veux pas repartir. Non, mais tu sais qu'en Angleterre, le gouvernement te conseille de prendre des vitamines et certains trucs à bouffer parce qu'il fait jamais beau. Hein. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Hein. Et encore, t'as Londres qui est au sud, mais tu vas à Édimbourg qui est au nord, alors qui est plus en Angleterre, mais du coup, qui est quand même au UK. La géographie. Mais mais tu rigoles ou quoi? Super bon, très bien, oui, absolument. Vas-y, donne une ville, voir si j'ai le pays. Oula, Prague. République tchèque. C'est bien. Voilà. Ça va être un peu facile, celle-là. Ok, et moi je vais t'en donner une, voir si t'es moins forte que moi. Mais du coup, je vais te faire chier. Oh non, la pression. Et là, t'es pas bien. Là. Non. Ouais, mais après, avec le nom, c'est facile. Shunzu. Shunzu? Ouais. La Chine? Ouais, c'est facile. Ouais, je suis gentil. Ok. Je sais pas où c'est par contre. Moi non plus. Je ne saurais pas le situer. C'est juste qu'on avait un partenariat avec mon école là-bas. Ah ouais? Ouais, je sais pas où c'est. T'es parti là-bas du coup? Non, je suis pas allé parce qu'avec le Covid, c'était lockdown quand je pouvais y aller, mais je sais qu'il y a un partenariat là. Bon, et toi alors? C'est quoi qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparente à l'entrepreneuriat que t'as pu faire Avant mes 18 ans, non, franchement, je pense pas. À part nettoyer la chambre de ta sœur quand elle était aux US, quoi. Du coup, j'ai arrêté quand même. Rapidement, j'ai dit, je me fais un peu exploiter. Non, et je pense que j'ai pris le chemin inverse, c'est que je voulais plus être la boss, tu vois. Je voulais pas me faire exploiter, Donc, je me suis toujours dit que j'allais avoir un business un jour. Mais non, je pense que jusqu'à mes 18 ans, j'étais juste, on va dire une élève lambda, quoi. Je travaillais à l'école. Moi, j'aimais bien l'école. Donc, du coup, je travaillais bien. Je montais à cheval, je faisais mes concours et voilà quoi. C'était une fille studieuse. Ouais, j'avais le. C'était toi qui étais assis devant à droite, c'est ça? Ouais, c'était moi, sûrement. Non, du coup, on va dire que j'avais plus en tête, moi, le tracé d'une future carrière et de là où je voulais aller. Mais j'ai moins ce côté, comme Val, créatif et les idées, les machins. C'est plus, moi, j'ai le chemin, tu vois, pour y arriver. Je pense que c'était plus ça. Est-ce que tu suis ce chemin jusqu'à aujourd'hui ou finalement t'as bifurqué? T'as bifurqué. Bon, après, t'as toujours su que tu voulais faire de l'IMO, par contre. Oui, par contre, j'ai toujours su que je voulais faire de l'IMO. Je me suis toujours dit, j'ai gravité autour de tous les métiers de l'immobilier. Et alors, pourquoi tu voulais faire de l'IMO? Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours attirée autant de restaurer du patrimoine. J'ai vraiment une passion profonde pour les vieux bâtiments, pour l'architecture en général. Donc, je pense que ça m'a toujours attirée. Et le fait de pouvoir gérer, du coup, un projet vraiment de A à Z et de voir ce projet-là prendre vie ou reprendre vie, d'y installer des personnes, de voir comment est-ce que ça peut évoluer. Et je trouve ça incroyable aussi quand tu visites des lieux de te dire qu'il y a tellement de générations qui sont peut-être passées par ce bâtiment que je pense que j'ai eu cette passion par rapport à ça. Et alors, j'ai la réponse puisque je me suis un peu documenté avant de vous interviewer, mais du coup, je vais la poser différemment. La question, c'est, alors, du coup, tu aurais peut-être été amené à faire une école d'architecture. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas parti là-dessus? Alors là,
Je sais pas. Franchement, je suis passée par beaucoup de métiers effectivement en tête. Bon, les maths, c'était pas ton fort aussi. Je pense que les maths, c'était... J'allais le dire, mais je me suis dit, bon, par politesse, je vais peut-être le dire. Je vais peut-être pas la... Non, mais oui, je pense que ça a pas mal joué. C'est que je regardais tous les forums de métiers, comme tous, hein, quand t'es un peu perdu, tu sais pas exactement quel métier faire. Et c'est vrai que les maths et les plans, les trucs et tout, je me suis dit, ça va être une usine à gaz. Donc, laisse faire les autres et gère un peu autour. Et au final, j'ai quand même tendu à ça parce que j'ai fait de la promotion immobilière et donc je travaillais main dans la main quand même avec les archis. Et aujourd'hui, sur nos propres projets avec des archis d'intérieur aussi. Donc, dans l'ensemble, je touche quand même un petit peu à ça, quoi. Ouais, c'est pas toi qui fais les projets, mais... et concrètement, en études, du coup, tu as fait quoi alors par la suite, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es lancé, je crois que la réponse est non, mais est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pendant tes études Non. Non, ok. J'ai fait une école de commerce à Toulouse. TBS Toulouse, ouais. Ok. T'as fait un bachelor ou un PGE? Non, j'ai fait le bachelor. Ok. Ouais, bachelor. Et en fait, j'ai fait ça parce que je voulais le côté un peu assez général quand même pour pouvoir éventuellement un jour monter une boîte. Mais ils proposaient une option en IMO qui était quand même assez réputée, qui était assez... ouais. Une option IMO bachelor à TBS? Ouais. Ça, il y a plein de gens qui le savent pas. Ouais, il y a plein de gens qui le savent pas parce que du coup, là-bas, la plupart partaient en vin, en exchange du coup à l'étranger. Enfin, tout ce qui fait un peu plus rêver, quoi. Ah, mais t'as peut-être pas en PGE, t'as peut-être qu'en bachelor. Oui. Je l'avais pas vu, moi. En PGE, ça a disparu à un moment donné. Enfin, Ken joue l'INSEC à Bordeaux. Ouais. Et t'as l'ESSEC aussi. Eh ben, ils l'ont fait à TBS pendant un moment. Quand moi, je suis arrivée, du coup, ils l'ont arrêté. D'accord. Et il me semble qu'ils ont relancé plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'y étais, il n'y avait que le bachelor. T'avais un chauve qui s'occupait des écoles, là. Je sais plus comment il s'appelle. Quand je suis passé aux oraux, j'ai fait les oraux à TBS. Ah ouais? Ouais, j'étais venu. Le rooftop que vous avez au dernier étage est très sympa, là, la petite terrasse extérieur. C'est vrai, il y a une terrasse Mais extérieure. c'est pour le master, ça. Ouais, centre-ville. Du coup, moi, voilà. Ah oui, mais d'accord, il y a plusieurs. c'est ça. Okay. En fait, l'antenne du bachelor n'est pas au même endroit. Ah, du ok. coup, Du coup, t'es jamais allé? Bah, le rooftop est ouf. Ok, bah écoute, à l'occasion, j'irai voir. Ils ont des locaux vraiment cool. Oui, par contre, je passais devant parce que c'est en plein centre-ville de Toulouse, ouais. Mais non, moi j'ai fait du coup le bachelor avec cette option-là, donc c'était en 2e et en 3e année. Et ça m'a permis de faire des stages aussi du coup dans l'IMO. J'ai fait de la location à Perpignan, je suis partie faire de... Donc gestionnaire locatif? Ouais. Ok. Je voulais voir vraiment tous les métiers un peu. Alternance? Stage pendant 3 mois. Ensuite, j'ai fait 6 mois à New York, du coup, dans une agence en plein centre de Manhattan pour faire de l'IMO de luxe et voir aussi les nouvelles constructions, parce qu'il y a pas mal d'immeubles qui sont démolis, qui sont reconstruits, etc. À quelques années près, tu y allais avec Valentin Kretz de l'agence, quoi. Ah oui. Ah non, tu y allais avec ta non, sœur, je croyais c'est que ça tu voulais dire avec... j'ai rejoint Val, parce que du coup, tu étais à Miami, toi, à ce moment-là, je crois. Ouais, bah ouais, t'es venu me voir. Et je suis venue te voir à ce moment-là, ouais. Et donc canon, par contre aussi de voir la manière américaine de travailler, c'est quand même autre chose, quoi. Les gens te poussent vraiment et c'est très très cool. Vous avez senti toutes les deux, si vous avez eu toutes les deux une expérience américaine, qu'il y avait un monde en entrepreneuriat par rapport à la France? Ah ouais. Mais là-bas, ils te boostent vachement, ils t'encouragent vachement et en fait, ils ont pas peur d'essayer de se casser la gueule. Et même si tu te casses la gueule, limite, on te félicite de t'être cassé la gueule parce que t'as appris. Alors qu'en France, c'est surtout pas. Genre le CDI, c'est le Saint Graal et faut viser le CDI, quoi. Et tu dois vraiment prouver pour avoir des responsabilités que là-bas, moi je suis arrivée, j'avais 20 ans. Donc tu vois la petite minette qui arrive en plein Manhattan à 20 ans, les managers, donc les agents IMO qui étaient là-bas, ils me donnaient les clés des logements à plusieurs millions et ils me disaient va faire la visite avec telle personne, le mec il est à la tête, il travaille dans la bourse, mais il te laisse y aller à 20 ans. Ils te donnent du coup toutes les libertés et les responsabilités. Après par contre si t'es pas à la hauteur, voilà, mais ils te laissent te casser la gueule, quoi, si jamais. Et ça c'est ouf. Et même sur leur manière de travailler dans l'IMO, c'est ce que nous on essaie de faire aujourd'hui aussi dans l'agence, c'est qu'ils ont un fonctionnement où tous les listings disponibles, tous les biens qui sont disponibles sur le territoire sont visibles par les agents IMO. Quand tu es enregistré en tant qu'agent immobilier, tu as la possibilité de le voir. Et donc, pour ton client, tu as vraiment tout à disposition. Et il n'y a pas de non, je ne fais pas d'interagence ou non, j'essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Et ça, cette manière-là, aujourd'hui, en France, tu ne l'as pas trop non plus, quoi. Donc, quand tu fais de la chasse, en l'occurrence, si vous avez des personnes qui font sur du mandat de recherche, c'est vrai que de plus en plus, ils s'ouvrent. Évidemment, il y a eu des changements de marché récemment. Maintenant, bien sûr. Maintenant, ils sont beaucoup plus opportunistes. Mais c'est vrai qu'il y a une période plutôt 2020, 2021, voire même un petit peu 2022, avant qu'il y ait ce sujet des taux de crédit. Tu t'appelais, c'était pas forcément facile. Ah bah oui, non. Ouais, et même tu représentes pas, enfin tu peux pas en tant qu'agent IMO, tu représentes et ton vendeur et ton acquéreur. Du coup,
tu défends les intérêts de qui en fait? Alors qu'aux US, t'es l'agent IMO de l'acquéreur par exemple, donc tu vas vraiment défendre ses intérêts à lui. Ouais. Il y a Donc beaucoup plus de mandats de recherche du coup? C'est beaucoup plus commun? Ouais, c'est énorme. très 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 commun. Parce que c'est Peut-être des gens... aussi parce que vous étiez dans des places où il y avait de l'immobilier à un certain niveau de prix. Oui. Parce que j'imagine que quand tu es au fin fond du Texas, tu peux moins te permettre d'avoir... Non, mais Oui, je c'est suppose... peut-être. Il y a des grosses disparités aussi, effectivement, Ouais. en fonction des villes, des États. C'est vrai qu'on voit des grosses différences. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, à New York, les budgets étaient beaucoup plus élevés. Donc, les clients qu'il y avait en face, c'était aussi des gens qui n'avaient pas le temps. Quoi. Ils ne faisaient pas leur recherche eux-mêmes. Exactement. Ils te donnent leur liste mais de comme critères. l'agence sur Netflix, ils font du mandat de recherche, mais à Paris ou dans des grosses villes. Mais, Exactement, mais ils font pas, pas chez nous en tout cas. Non. À Perpignan, je ne sais pas Perpignan. si ça marcherait. Quoi. C'est pas très cher les mots à Perpignan aussi? Non. Non, ça va. Après, c'est quoi, c'est 2-3 000 du mètre? Ça dépend des villes, mais en moyenne, 2. Okay. Genre, tu peux encore trouver des trucs à 1500, 2000. Et après, sur la côte, ça commence à grossir un tout petit peu. Ouais, t'as des villages où t'es quand même à 4000. Coulure, c'est quoi? C'est du 8000, 10 000 du mètre carré. T'as quand même des villages côtiers où c'est un peu plus cher, mais Perpignan en général, autour de 2000 Vous avez des euros. Espagnols qui viennent prendre des résidences secondaires ou non, pas du tout? Non, pas du tout. Eux, ils restent sur la côte. C'est plutôt des étrangers, mais du Nord, quoi, du coup. Tu vois, qui veulent des Belges, des Néerlandais, des Anglais. Comme quand j'étais en Angleterre, ils me disaient, mais tu connais beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui viennent en vacances en Angleterre? Ah non. Ouais, et voilà. Donc, parce que nous, on connaît beaucoup d'Anglais qui viennent en France. Oui, bah oui, nous aussi. Ouais, c'est clair. Mais ok, bon, bah intéressant si vous avez eu cette expérience américaine. Bah, alors, du coup, vous êtes jamais laissé tenter de vous dire, vas-y, on se lance aux US? Bah, moi, j'ai encore une boîte aux US, en vrai, techniquement. Une athlète. Oui. Mais non, c'est vrai que non. L'IMO aux US, non, pas du tout. Non. Mais pourquoi? parce que j'aimerais pas y retourner. Enfin, non. La qualité de vie, elle est quand même très bonne en Europe. Genre, on a beau cracher sur la France, c'est quand même bien. Et les US, t'as aussi les mauvais côtés un peu trop fake. T'as aussi les côtés où justement t'as moins ce filet de sécurité aussi. Après, quand t'es entrepreneur en France, t'as pas un énorme filet de sécurité. Non, alors c'est clair. Mais par exemple, aux US, tu peux aussi très vite, quand tu te casses la gueule, tu peux te casser la gueule très 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 bas. Qu'en France, t'as quand même un certain... Je sais pas. Par rapport à quoi? Un exemple. Alors, hors entrepreneuriat, mais j'ai une copine, son père, très aisé, une maison à 1,5 million, un truc comme ça, très bon boulot, etc. Il chope un cancer. Il tombe malade, l'assurance maladie prend son traitement en charge une première fois, et puis la deuxième fois, la récidive, bah non, ils ont dit désolé, on ne te prend plus en charge. Le mec, il a dû liquider sa maison, enfin, il doit tout vendre, parce que oui, t'as l'assurance, t'as ci, t'as ça, mais t'es pas protégé jusqu'au bout, tu vois. Du coup, c'est pas d'un point de vue business, Non, c'est non, plus non. que l'impact de la santé. Ouais, En France, t'as une protection, alors que là-bas, si par extraordinaire, ta société fonctionne très bien, et que t'as une maladie qui fait que ça va pas, t'es down, potentiellement l'assurance te prend pas en charge, et là, t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et alors, si tu peux pas payer, il y a des assurances qui prennent le relais, l'État prend en charge. Comment ça, si tu peux pas payer tes frais médicaux aux États-Unis, vous savez ou pas du tout? Il me semble que, ils le prennent entre guillemets en charge. T'es quand même soigné, mais après derrière c'est le reste de ta famille qui a les dettes, quoi. À un moment donné, ils viennent chercher l'argent quand même quelque part. D'accord, ok. C'est à toi de payer. Ok. Ouais. Ok. C'est ça le principal problème, ou il y avait d'autres sujets aux US qui faisaient que vous êtes pas, parce que vous êtes jeune, vous auriez pu vous dire bon bah on lance. Moi j'ai un copain qui a entrepris aux US et qui a lancé une boîte qui marche très bien et qui se développe très bien. Ça s'appelle Lanquire, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. On avait discuté avec eux il y a 2 ans. Avec Romain. Romain Danielou. Bah c'est un copain. Et du coup Romain a lancé ça aux États-Unis, ça se développe bien. Je sais pas s'il nous écoutera, mais il a fait tout un tas de petits business à gauche à droite qui étaient parfois complexes. Ça a pas toujours bien marché, mais celui-là pour le coup a l'air de plutôt bien se développer. Et lui il me disait que les opportunités business, tu vois, pour le coup moi je viens de Vannes. J'ai vécu la majorité de mon enfance à Vannes. Ensuite je suis allé à Nantes pour réaliser des opérations, et là ça fait quelques mois du coup maintenant que je suis sur Paris pour faire évoluer les structures, etc. Et je trouve, je sais pas si vous avez une analyse qui est similaire, mais les opportunités business sont sans commune mesure. Je trouve entre Vannes et Nantes il y a un gap mais qui est raisonnable. Entre Nantes et Paris il y a un monde. Mais il y a un monde. Et après en même temps on est sur un État français qui centralise beaucoup sur Paris. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'il y a un monde aussi important d'après votre expérience, à l'étranger. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a encore un monde entre Paris et New York, entre Paris ou pas tant? Bah si, quand même. Enfin, je pense que... Mais honnêtement, pour lancer une boîte,
Je saurais pas dire. Je pense que oui, tu peux rentrer, par exemple, dans l'immobilier. Tu pourrais rentrer dans une agence immobilière et avoir des opportunités de ouf. Comme je te dis, en termes de responsabilité, on te donne beaucoup. Donc, tu peux créer aussi certainement un réseau beaucoup plus facilement. Mais après, lancer un business vraiment from scratch, ce que toi, tu fais, je sais pas trop... Tu vois, par exemple, les levées de fonds. Alors, moi, j'ai jamais levé de fonds pour l'instant sur une structure. Mais j'ai l'impression que nous, tu vois, c'est quelques centaines de milliers, quelques millions. Bon, après, pour les plus grosses, c'est des grosses sommes. Mais grosso modo, c'est ça. Là-bas, j'ai l'impression que tu lèves 3 ou 5 millions. C'est comme si tu avais élevé 100 000 euros en France, quoi. Non, mais oui, sans mais rien. après, ça reste les US. Donc, tout est multiplié fois 100. Enfin, c'est démesuré à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Donc, oui, bien sûr. Enfin, je pense que... Et puis, pareil, tu as la facilité d'accès au crédit qui est quand même... beaucoup plus facile qu'en France. Beaucoup plus facile. Ouais. Pour lever de la dette pour les boîtes, c'est facile. Alors après, attention, là-bas, c'est beaucoup moins régulé aussi au niveau des taux d'intérêt. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'il y en a certains aussi qui se cassent la gueule. Du coup, t'as moins de taux fixe, par exemple? C'est quasiment que du variable. Et pour les boîtes, t'as aussi des crédits. Alors j'ai une pote qui bosse là-dedans. Elle octroie des crédits à des business, mais des taux d'intérêt à 20-25%. Ah ouais. C'est incohérent. Alors, c'est sur des durées très très courtes, mais ça se fait quoi. Mais il y en a qui le font, qui lèvent du cash, qui refinancent, qui machin, qui truc. Il y a beaucoup plus de facilité. C'est pour ça que tu dis aussi que tu peux te casser la gueule parce que tu peux lever assez facilement 500 000 ou 1 million d'euros avec Sauf un que taux. Du coup, en fait, c'est la porte ouverte à des gens qui se disent ah ben je peux et en fait du coup les tu subprimes, ça. Exactement. Et en fait après du coup tu t'es pris dans le truc et tu te casses la gueule. C'est vraiment la culture quand même de vivre à crédit là-bas, de consommer à crédit. C'est vachement encouragé. T'es obligé d'avoir une carte de crédit, d'avoir un credit score. Sauf que l'éducation financière, elle manque aussi cruellement là-bas. Bon, tout autant qu'en France, mais si en plus on t'encourage vivement à justement faire des crédits, mais déraisonnables, du coup, nous on n'éduque pas financièrement, mais on a des garde-fous, alors qu'aux États-Unis on n'éduque pas et en plus on te laisse la porte ouverte. Je sais pas ce qu'il en est du marché de la formation IMO aux États-Unis. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça donne. Souvent on voit des Alex Hormozy, etc. où on en entend parler sur des sujets, mais la formation IMO, je sais pas. Il y en a quelques-uns parce que je suis 2-3 comptes aux US, mais c'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit similaire à ce qu'on connaît en France, en tout cas, où je suis pas assez renseignée sur le sujet. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé. Non. Mais là-bas, disons qu'ils se forment quand même vachement plus, j'ai l'impression. C'est très démocratisé. Après, quand tu vois qu'une école, ça coûte $80 000, tu chipotes un peu moins pour 1000 balles pour une formation. Quoi. Ça te paraît plus normal, Et ben justement, venons-en à ce sujet-là. Donc là, ça a été sur cette première partie. Donc, en plus, c'est intéressant parce que vous avez eu finalement des parcours différents. Vous êtes rejoint. T'es allé aux États-Unis parce que ta sœur y était ou rien à voir? Non, rien à voir. C'est vraiment pour avoir une expérience à l'étranger et je voulais être dans le luxe. Parce que vous avez vécu aussi aux États-Unis, non? Non. Non, t'as pas dit que ton papa ils étaient aux US, mais du coup, moi, je suis née aux US, mais j'avais genre 3 semaines quand ils sont rentrés en Belgique. Ah, ok. Donc vous avez jamais. Non, on n'a pas grandi là-bas. Ok, ça marche. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à investir du coup en 2020. Ouais. Ok. Donc bon, c'était déjà un peu tard, mais bon, c'est comme ça, surtout pour toi. C'est clair. Non, mais vous avez commencé à investir, vous avez acheté quoi en premier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les étapes qu'on suivi? Et quel a été le déclencheur pour lancer cette première opération? La première opération IMO ou le business qu'on a lancé ensemble? Première opération IMO. Sauf si vous avez lancé votre business avant, mais j'imagine que la formation, vous l'avez lancée a posteriori. Oui. Moi, le premier achat, c'était en vue d'une résidence principale. Alors, tu dis moi parce que vous n'avez pas acheté ensemble? Non. Ah, ok. Pas pour le premier, non. Okay. Après, on a continué ensemble, mais du coup, le premier, on l'a fait chacune de notre côté. Ok. Et moi, c'était parce que je venais de décrocher mon CDI, parce que j'avais fait du coup alternance dans une boîte, CDI du coup chez eux. Donc, tu avais 24 ans, tu venais de sortir de l'école? J'avais 20... C'était de fin d'année, 23, mais... Oui, 23, un truc comme ça. Et donc, je venais de me séparer, donc j'avais eu une longue relation. Et du coup, pour moi, acheter, c'était aussi un peu le truc de... c'est mon premier pas, vraiment, à nouveau, de femme indépendante, tout ça. J'ai le CDI, je suis célibataire, c'est bon, j'y vais. Et donc, j'ai acheté une petite maison, donc en région toulousaine, parce que du coup, j'habitais là-bas à l'époque. D'accord. Et voilà, donc c'était vraiment dans l'optique de me voir évoluer. Donc là, tu pensais pas à l'investissement à ce moment-là? Alors, oui et non, j'avais quand même
étudié du coup le secteur parce que j'ai changé de secteur parce que moi j'étais dans l'hypercentre de Toulouse, je me suis éloignée un petit peu et donc j'ai quand même étudié un secteur où le prix de l'immobilier était en train d'augmenter. Donc c'était dans la perspective de te dire si je dois revendre, au moins je pourrais faire une plus-value. C'est ça. Et éventuellement de le mettre en location et à ce moment-là d'être break-even si je mettais en location. J'allais pas avoir de cash flow là-dessus, mais c'était histoire de me couvrir en tout cas les charges. Donc il y avait quand même toujours cette optique break-even, ça veut dire autofinancé. Oui. Mais vas-y. En tout cas, voilà, c'était le fait de commencer à mettre de l'argent dans quelque chose pour moi, de capitaliser. C'était plus dans cette optique-là, quoi. Ok, ça marche. Du coup, tu l'as acheté ? Oui. Ok. Et en quelques chiffres, tu as acheté quoi ? Tu l'as revendu ? C'en est où ce projet aujourd'hui ? Ouais, alors du coup, je l'ai acheté autour des 160 000 au moment... Tout compris ? Non, Net juste vendeur ? Ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, j'ai pas fait de travaux. La maison, elle était... Enfin voilà, j'ai juste fait une petite terrasse en bois. Enfin, il y avait pas donc, de... frais d'agence, frais de notaire, ça t'est revenu à quoi ? 180, 185 ouais, à peu avec près les travaux ? 185, ouais. Et donc, je suis restée dedans pendant moins d'1 an, au final, pendant 6 mois. Parce que chose pas du tout prévue, c'est qu'on a perdu notre maman. Et du coup, c'est là où il y a eu tout un peu la transition de je dois partir en fait de Toulouse. Et donc, j'ai mis la maison en location pendant genre 2-3 ans. Ok. Et je l'ai vendue là en fin d'année. Et au final, tu la mettais en location combien ? 750, 800, je crois. Donc avec les taux de crédit de l'école, Ouais, on était sur à peu près l'autofinancement. Ouais, parce que du coup, il y avait 1% à l'époque. Donc, du coup, j'avais à peu près 700 de mensualité. Donc, voilà. Et je l'ai revendu au final en fin d'année, là. Donc, fin d'année 2023 ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas dire le prix ? Non, du coup, je l'ai revendu 160 net vendeur. Moi, j'ai touché 165 ou 170, je crois. Ah, c'est marrant, t'as pas fait de plus-value ? Non. Au final, non. En fait, je l'avais mis en vente 1 an auparavant. Et par contre, juste petit aparté, c'est... je sais jamais si on dit une aparté ou un aparté. Aucune idée. Faudrait pas que j'utilise ce mot parce que du coup, je me rends compte, je sais pas le dire. Petite parenthèse. Petite parenthèse. J'étais avec Danny Boone tout à l'heure. C'est vrai en plus. Tu me racontes on dirait avec lui. J'en parle vite fait, c'est marrant. C'est marrant. Tout à l'heure, on est arrivé, on est à la Tour Montparnasse pour faire le tournage. Et juste à côté, il y a Danny Boone qui fait un film. Et avant de commencer, je suis allé aux toilettes parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et là, j'ouvre la porte et je me dis, putain, c'est sa voix, c'est pas possible. Ça m'arrive qu'à moi. Et en fait, j'arrive dans les toilettes et je me retrouve à côté de Danny Boone. Et en fait, je me suis dit, soit je lui parle, soit je lui parle pas. Et vu que je suis trop con, je vais faire genre, je le reconnais pas. C'est la meilleure chose à faire. Donc, non, mais parce que pour la petite histoire, parce que je raconte très rapidement, j'avais fait la même chose avec Fabien Barthez à l'époque. Alors, c'était il y a quelques semaines, je dis à l'époque, mais c'était il y a quelques semaines. Je suis allé voir Fabien Barthez quand j'étais à l'hôtel à Bordeaux. Et parce qu'il était dans le même hôtel et il m'a envoyé chier vénère. Donc je me suis dit, vas-y, Danny Boone, il est en tournage, il va me dire d'aller me faire voir. En plus, il a l'habitude là parce qu'il est chouette. Du coup, je peux pas me permettre. Donc voilà, mais c'était pour la petite histoire. Donc non, ce que je voulais dire, ce qui est très cool, c'est que c'est bien parce que souvent on se targue des bonnes opérations. Je dis pas que ça en était pas une bonne, mais c'est cool que tu sois honnête sur les chiffres et que tu dises qu'il n'y a pas eu plus-value parce que souvent on a tendance à dire bah oui, j'ai fait cette opération, ça m'a rapporté tant, etc. Ouais. Et la réalité du marché, c'est que tu gagnes pas toujours et donc c'est cool d'en parler. Et du coup, nous, ce qu'on essaie aussi de dire aux personnes qu'on accompagne, c'est qu'il n'y a pas toujours que je fais une plus-value ou je fais du cash flow. Il y a aussi le fait que tu es capitalisé en fait pendant un certain nombre d'années. Au final, c'est comme si c'était de l'argent qui était placé. Et au final, ce que ça m'a permis de faire aussi, c'est que j'ai réutilisé mon crédit. J'ai fait un transfert de crédit. Donc, j'ai quand même gagné là-dessus. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je pense que c'est rare que tu te casses vraiment la gueule sur un projet IMO. Tu peux toujours rebondir d'une manière ou d'une autre, quoi. Souvent, là où tu te fais avoir, c'est si tu as énormément de travaux et que ton artisan, il prend l'argent et puis il vient pas. Oui. Si tu achètes un bien ou... Non, mais c'est vrai, ça arrive. Moi, j'en connais plein. Ouais, bah voilà. Mais non, mais tout le monde connaît les mêmes histoires. C'est pour ça que d'ailleurs, les formations, c'est un sujet qui est intéressant parce que en fait, on s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est vrai qu'à posteriori, tu te dis des fois... Enfin, moi, je me dis, il y a des décisions parce que du coup nous c'est plus sur la partie clé en main mais il y a des décisions des fois on prend parce qu'on l'a vécu 100 fois. C'est comme aujourd'hui, moi je suis plutôt partisan de dire les travaux dans une certaine mesure, mais soyez vigilants parce que quand tu te manges pour ton premier projet un 150 000 de travaux, bon courage parce que tes artisans déjà tu prévois, ils te disent il y en aura pour 1 an et en réalité toi tu te dis bon je vais prévoir 14 mois mais tu sais pas pourquoi il y en a pour 17 mois. À chaque fois qu'il y a un truc que tu n'avais pas prévu, pour le peu que ton artisan
en fait, ses collaborateurs, ils partent, en fait, ça prend du retard. Le mec, il prend 15 chantiers en même temps parce qu'en fait, il veut anticiper. Enfin bref, il y a plein de galères possibles qui sont existantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant là-dessus. Et je pense que c'est l'un des sujets sur lesquels tu peux prendre le risque de perdre le plus d'argent et de mal acheter au départ. Évidemment, quand tu achètes trop cher des biens immobiliers, là, c'est le risque. Mais sinon, le marché sur du résidentiel, il est plutôt quand même hyper flattant. Ouais, je suis d'accord. Donc, du coup, tu l'as acheté 185 au total. Tu l'as revendu 165, c'est ça, net vendeur? Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, après, toi, de ton côté? Alors moi j'ai acheté pareil ma RP avec mon copain, mais du coup en mode résidence principale. Résidence principale en mode house hacking. Donc en gros on l'a divisé en deux. On a fait un appart en bas et on habitait en haut. Donc l'appart du bas, je crois que notre crédit il est à 850. L'appart du bas nous rapportait genre 650, un truc comme ça. Et on faisait un mix de location, donc de septembre à juin, et juillet-août en Airbnb. Donc si tu rajoutes les revenus Airbnb, en gros, ça couvrait plus ou moins le crédit. La mensualité. Ouais. Donc en gros, tu avais ta RP payée. Ouais, c'est ça. Et tu parles au passé parce que tu vis plus là-bas? Ouais, enfin je l'ai encore. Du coup, les deux sont en loc. T'as tout loué, mais du coup, non, j'ai acheté autre chose. Ok, une ça autre, marche. Une autre résidence principale. Ouais. Ok, trop cool. Et toi, du coup, t'as parlé de CDI. Ouais. Toi, t'en as eu un ou tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat? J'ai eu un CDI à Londres. J'ai bossé à Londres après mon master. T'as fait le tour du monde, toi. Ouais. J'ai fait un master à Madrid aussi en école de commerce. Ok. Et après, j'ai bossé à Londres pendant 8 mois. Je fais un stage en Chine aussi. J'étais un peu partout. C'est pour ça que tu connais Shunzo, en fait. Non, non, mais en fait, elle a pas osé te le dire, genre elle a fait cause d'hésiter. Mais non, pas du tout. J'étais à Chengdu et Shanghai. Mais bref, du coup, donc CDI à Londres pendant 8 mois. C'était une petite start-up, c'était très sympa. Mais je me voyais pas bosser pour quelqu'un pour toute ma vie. Et en fait, je me rendais compte que j'étais un peu bridée. Je voulais lancer mon truc. Donc, j'ai lancé ma première boîte en parallèle de mon taf. Ok. Que j'ai encore aujourd'hui. C'était en 2018. C'était début 2018. Ouais. Et je l'ai encore. C'est une agence où j'aide des sportifs à trouver des bourses pour partir aux États-Unis et faire sport-études. Cool. Ouais. C'est sympa en plus comme mission pour le coup. Ouais, c'est sympa. C'est pour ça que tu disais que si tu es en départemental en athlétisme, tu peux potentiellement. Ok. Ouais, absolument. Tu connais bien le sujet. Ok, cool. Parce que du coup, on accompagne encore aujourd'hui des athlètes, des nageurs, plein de sports. Quoi. Donc, et donc, c'est quoi les critères s'il y a un jeune qui est sportif et qui veut aller faire ses études Franchement, envoyez-moi un message sur Insta et je vous dirai parce qu'il y a plein de. C'est pas elle qui va répondre, mais. Non, sur Uniathlète, peut-être c'est un de mes collaborateurs, mais ouais, en gros, c'est Uniathlète, le site. Ok. Et ça dépend. T'appelles ça comment? UNIATHLETES. Ok. Voilà. Et t'as hésité, hein. J'ai mis un moment. Et ouais, donc en gros, j'ai lancé ça en 2018 et en fait j'ai quitté mon taf même avant que ça marche, même avant d'avoir mon premier client. Quand tu dis que les gens peuvent t'envoyer un message, c'est quoi? Faut avoir maximum 20-22 ans, j'imagine ou... Ouais, par contre c'est entre 16 et 23, je pense à peu près. D'accord. Ok. Parce que tu peux partir pour faire un master. Si tu as déjà fait une licence en France, tu peux aussi partir pour faire un master. Ok. Et on fait plein de sports, on fait natation, athlétisme, tennis, foot, plein de trucs. Donc voilà. C'est trop et en cool. fait ça dépend vraiment du niveau de la personne. Il faut vraiment analyser au cas par cas, quoi. Ok, Romain a fait la même chose. C'était pour le foot. Oui. Qu'il était parti aux États-Unis. Ouais. Et lui, c'est vrai qu'il était pas, il était bon, mais il était pas non plus parmi les meilleurs. Il a pu le. Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Les gens se rendent pas compte, ils se disent je suis pas assez bon, j'ai pas le budget. Mais en fait, c'est vraiment. Mais ils connaissent pas. Bah, ouais. C'est comme l'investissement IMO. Souvent, c'est par ignorance que tu le fais pas parce qu'une fois que tu as compris comment ça fonctionne. C'est pas pour toi, alors que oui. Ouais, c'est clair. Ok, donc 2018. Et donc du coup, j'avais ça. Après, j'ai lancé une autre boîte dans le e-commerce. J'ai vendu des sextoys pendant. Ça marchait? Ça marchait du tonnerre. Ah ouais? Période Covid en plus, génial. Période Covid. En e-commerce, genre? Ouais. Enfin, tu faisais du drop ou? Alors, j'ai commencé en drop, mais après, j'ai fait du white labeling. Donc, j'avais des produits, je mettais mon logo. Et j'avais un entrepôt à Paris où du coup, je recevais les colis. C'est quoi en termes de chiffre d'affaires, genre généré ou j'ai fait des mois à 6 chiffres, quoi. Ok. Donc, voilà. Et t'as arrêté? Ouais. Ça marchait plus? Ah si. Si? Ouais. Mais pourquoi t'as arrêté? Parce que t'en as une qui est structurée, t'en as une qui est... Non, en gros, j'étais toute seule. C'était la première... En fait, ça a décollé très, très, très rapidement. Mais alors, quand tu dis 6 chiffres, parce qu'il y a chiffre d'affaires et résultats, pour ceux qui nous écoutent, tu faisais pas 100 000 euros par mois de marge? C'était... j'étais à 40% de bénéfices. Ah ouais? Ouais. Donc, tu faisais entre 30 et 60 000 par mois? Ouais. Ok. Ouais. Ça a pas duré longtemps. Parce qu'en fait, au début... Ça s'est lancé, on a fait genre un mois à 1000, 8000, 12 000. Et puis, mais d'un coup, il y a eu explosion. Parce qu'en fait, c'était vraiment le début de la vague un peu féministe, ouverture du plaisir féminin, etc., démocratisation de tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai surfé un peu cette vague
avec du coup des influenceuses qui parlaient de ça et qui connaissaient pas encore beaucoup les collabs et tout ça. Donc, il y avait leur audience n'était pas se faisait pas bombarder de produits, donc j'ai placé, je pense, au bon moment. Ouais. Donc je pense que ma marge aurait été bouffée si j'avais fait les choses à terme différemment, tu vois, avec des pubs plus lambda, etc. Ok. Après, bon, tu pouvais pas non plus placer des pubs. Enfin, Facebook et tout, ils te bannent direct, donc tu peux pas. Donc, tu es obligé de trouver des moyens. Et du coup, j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que je gérais ça toute seule. Donc, je gérais tout toute seule. Donc, la logistique, le SAV, les réseaux sociaux, enfin, la totale. Et j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc, je savais même pas que tu pouvais recruter du monde. Je savais même pas. Enfin, ça allait tellement vite que j'étais un peu larguée de tous les côtés. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Et donc, je me suis dit, bon, j'arrête pendant 2 mois. J'étais sur le chantier de la maison. J'étais j'étais sur d'autres projets en même temps. Et puis, j'ai dit, OK, je m'en pose. Et en fait, j'ai jamais repris, quoi. Mais avec le recul, je me dis, j'aurais pu vendre, j'aurais pu embaucher du monde. Enfin, bref, mais avec des sites, tu refais le monde. Donc, plus tard, tu pourras recommencer plus tard. Peut-être. Bon, on avait hésité au début à reprendre un business dans ça et au final, je sais pas, ça t'a peut-être un peu dégoûté. Le cul, je sais pas, moi, on a choisi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, tu pourras faire les deux, tu pourras faire des chambres thème et tu vends ton... des love rooms. Avec le stock qui reste, on va le mettre dans des love rooms. On a vendu, il reste du stock ou pas ? Il en restait un petit peu parce que j'ai mis en pause, donc il restait, je sais pas, genre 400 produits, un truc comme ça. Que j'ai encore, du coup. Qui sont toujours entreposés. Sont toujours à attendre d'acquéreur, quoi. Non, dans les bureaux de son beau-père, s'il te plaît. Ça régale ses clients, ça régale les potes, ça régale... On en a vendu à des love rooms aussi, on a vendu à droite à gauche. C'est marrant. Ça peut être des cadeaux offerts. Ouais, exactement. Genre, tu rencontres des gens... c'est ça. Mais gagner dans votre dès qu'il y a des clients chez mon beau-père, demain, là, pour votre intervention, vous auriez dû l'offrir. On aurait dû distribuer comme ça. Allez, il pleut des godes partout. En plus, c'est le genre de goodies auxquels tu t'attends pas quand tu viens en séminaire. C'est pas un tote bag ou un truc, non, on te donne un god, tu vois. Votre plaisir avant tout. Détendez-vous, les gars. Ça peut être stressant. Votre intervention, vous commencez comme ça. Fermez les yeux. Ok, intéressant, mais c'est cool. Ça montre aussi que finalement, quand tu as une fibre business, tu peux la développer dans différents sujets. Ouais, c'est clair. Cool que tu as réussi à le développer là-dessus. Bon, venons-en au fait. Alors, concrètement, sur la partie immobilière, puisqu'il nous reste en gros un petit quart d'heure, sur la partie immobilière, vous avez fait quoi comme projet ensemble ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Soit vous me donnez les chiffres que vous voulez, c'est-à-dire en nombre ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez acheté qu'à Perpignan, la partie immobilière, et puis ensuite on viendra sur votre partie formation si vous voulez. Ça vous va ? Ouais. On a commencé du coup ensemble sur de l'appartement individuel en mode location courte durée, mix avec de la location meublé classique du coup sur l'année. Et en fait, on aimait bien ce mix-là parce que sur Perpignan, il y a quand même pas mal de demandes. Donc tu loues en étudiant, c'est ça, à l'année, et l'été, tu fais de la location courte durée. Étudiant ou en formation, voilà. Et ensuite, l'été, du coup, en courte durée. Donc on a fait ça sur la côte à Perpignan, on a fait ça à Perpignan même. Sur de l'appartement individuel. Et après, là, on s'oriente plus sur de l'immeuble de rapport parce que copropriété... et puis même du meublé classique parce qu'au final, la LCD, c'est sympa, mais t'as quand même beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des projets, on a aussi réalisé ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Tu parlais des travaux tout à l'heure. Pareil, au début, on s'est dit, il faut faire des travaux tout le temps. Là, on s'est dit, c'est bon, on va calmer un peu les travaux, on va faire des petits travaux rapides. Tu fais un rafraîchissement quand t'achètes, il y a un intérêt. C'est vrai, quand tu te tapes toute la réno d'un truc... C'est bon. On a donné. Il y a la gestion de l'humain, en fait, c'est ce qui est le plus dur. C'est ça. Et les artisans, bien qu'on les aime beaucoup, c'est pas forcément les profils les plus faciles à gérer. Exactement. Non, c'est clair. C'est vrai que... Absolument. Donc concrètement, vous avez acheté quoi en nombre de... nombre de lots, ça va rien dire. Je sais pas, en termes de nombre de transactions que vous avez réalisées, ou je sais pas, vous dites quoi habituellement quand vous parlez en fait, de nous, ce que vous avez acheté ? On n'aime pas beaucoup parler de chiffres. Parce que... on trouve que ça fait un peu, je me la mesure, et c'était notre parti pris aussi quand on a lancé justement la formation et l'accompagnement, c'était de sortir de ce cadre de m'as-tu vu, j'ai ci, j'ai ça, parce que je trouve qu'il y a plein de personnes qui s'identifient pas à ça, même si ça peut en inspirer certains. Je pense que, et surtout beaucoup de femmes ne se voient pas là-dedans. Alors ça serait quoi votre top projet dans ce cas ? C'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier, si on le tourne sous cette forme-là ? Je sais pas. Vous me mettez dans la panade, là. Vous voulez répondre à aucune question. Non, je dirais que... Bon, je sais que toi, t'es pas hyper fan du rendu, mais le dernier qu'on est en train de livrer là,
Ouais, bah, t'es pas tant trop mieux. fan. Quand tu dis livrer, c'est pour vous, c'est ce que vous achetez pour vous. Ouais. Mais elle est encore matrixée pour la promotion immobilière, tu sais, les 300 logements. Elle est livraison. Non, je dirais que... Non, alors si je me reprends, je dirais que ce dont on est vraiment le plus fier, c'est le nombre de projets qu'on voit réalisés par nos coachés. L'an dernier, du coup, on a fait un tour de France. En fait, c'est pas forcément ce qu'on fait, nous, qui nous rend fiers. On investit parce qu'on veut placer cet argent-là. On réinjecte aussi l'argent de la société, du coup, dans l'immobilier. Mais l'an dernier, on a fait un tour de France pour aller voir, du coup, les personnes qu'on a accompagnées et voir les projets qu'ils ont réalisés. Et du coup, de réaliser, en fait, les projets qu'ils font, en fait, surtout qu'on les a vus au moment où ils avaient peur. Tu vois, on disait tout à l'heure, les personnes qui pensent que c'est pas fait pour eux, qu'ils n'avaient pas forcément les situations les plus stables ou les plus favorables à faire de l'investissement, qui au final font ça. Et vous savez combien vous avez fait réaliser de projets à vos investisseurs, justement ou... En nombre de projets, je sais pas, mais en chiffre d'affaires, l'an dernier, on était à combien ? 10 millions. Ouais, autour des 10 millions, je crois, Donc l'an là, dernier. 10 millions, c'est l'achat de vos investisseurs dans l'immobilier. Ouais, Okay. c'est ça. Ok. Enfin, j'aimerais bien que ce soit nous, mais non. Oui, t'as dit quoi ? J'aimerais bien que ce soit nous. Mais non, c'est pas encore. Ça va venir. Mais 10 millions. Et ouais, je trouve ça canon de voir que ça change pas que le fait qu'ils aient placé de l'argent, mais ça change aussi vachement tout leur mindset. Il y en a qui ont envie de changer de carrière après, il y en a qui ont envie de lancer des projets, il y a des personnes autour d'eux aussi qui vont investir. Et du coup, je pense que ce Tour de France, ça nous a mis une claque. Parce qu'en plus, c'est 10 millions, mais en direct, mais en indirect, c'est peut-être un peu plus, parce qu'il y en a certains qui ont dû motiver des copains, des copines, etc. Exact, et donc, il y a ça. eu probablement un effet de ruissellement qui a été positif. 10 millions, c'est ce que vous arrivez à mesurer en direct. Mais exactement. Et encore, il y en a qu'on n'arrive pas à mesurer, parce qu'au final, ils sont là pendant les coachings, et puis après, ils t'annoncent genre 1 an plus tard qu'ils ont acheté. Il y a déjà 1 an en arrière, donc le truc, tu l'avais pas comptabilisé sur l'année dernière, mais c'est le cas. Et oui, comme tu dis, le ruissellement. À minima 10 millions que vous avez mesuré, mais certainement sur l'année dernière, plus. Sur l'année dernière, mais vu que ça fait plus de 2 ans qu'on fait ça maintenant, ça doit être bien plus. Mais ouais, comme disait Sophie, c'est très beau. Il y en a qui font des projets assez sympas. Donc par exemple, je pense à Nadège qui, elle achète des immeubles et en fait, elle place des mères célibataires dedans. Okay. Le type de profil que du coup ça te fait un peu peur, toi t'as envie d'avoir le profil le plus sécure possible et elle justement elle a pris le parti de proposer du logement de qualité à des profils un peu plus précaires, etc. Et donc c'est des choses comme ça qui nous rendent beaucoup plus fiers que je pense nos projets perso. Après c'est pas de la fausse modestie, on a du mal souvent à se féliciter, à se taper sur l'épaule et dire waouh c'est bien ce qu'on a fait, mais parce que ça nous paraît aussi lambda, anodin, je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, donc à force, je pense que tu perds aussi de réaliser des projets IMO, vous voulez dire ? Ouais. Tu perds un peu le côté... je sais pas. En fait alors l'avantage de ce marché et la limite, c'est que il est tellement grand, tellement profond, c'est le plus gros marché au monde, que du coup on a tendance des fois à se dire qu'en effet ça reste facile, ça reste basique et on parle simplement d'acheter des biens immobiliers. Toi tu disais que tu y penses depuis longtemps, toi tu as une fibre plutôt entrepreneuriale. J'ai le sentiment qu'on a peut-être des profils un peu similaires là-dessus, c'est-à-dire que moi depuis que je suis tout petit on me dit qu'il faut investir dans l'immobilier, donc ça me semble anodin. Pour beaucoup de personnes je pense que c'est une démarche complexe. Absolument. Par exemple je sais pas si vous avez ça, mais moi je place en immobilier, ça me pose aucun problème de faire plein de projets. On pourra en parler tout à l'heure, des projets divers et variés avec des chiffres des fois qui sont des fois je suis parti en sucette et par contre quand il s'agit de placer de l'argent en bourse je suis en PLS, tu vois. Genre je dois mettre 2000 € sur un truc, je sais plus où j'habite. Je sais pas si ça vous fait ça parce que tu maîtrises pas et moi j'aime moins, tu connais pas le résultat. Et puis je sais pas, je sais pas pourquoi l'immobilier ça me fait ni chaud ni froid, alors que si je sais pourquoi, c'est parce que je pense que on a un système éducatif, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec un des gars qui bosse avec moi sur la chasse IMO, et tu vois, nous, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs. On fait investir, en gros, ils ont une société commerciale. Cette société commerciale est excédentaire. Tu prends à peu près le résultat net ou le BE que tu multiplies par 15 et tu as à peu près leur capacité de financement. Donc, en gros, ils font 100 000 de résultats à l'année. Ils peuvent aller chercher 1,5 million de financement. En gros, je schématise, il y a pas mal d'autres critères qui rentrent en considération, mais c'est à peu près ça. Cette société commerciale détient une holding qui détient elle-même une SCI. Et donc, après, tu investis à travers cette SCI. Ça, on aime bien faire. Mais du coup, parce que aussi, ces profils d'entrepreneurs, ils sont habitués à prendre des risques et donc ça leur fait pas peur ou moins peur. Ce qui est compliqué, et là où je pense que vous pouvez vous féliciter, c'est aussi si vous avez des profils plutôt particuliers, des gens qui sont salariés, etc. Là, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques qu'il faut abattre avant de pouvoir commencer à investir. Et ça, c'est un métier, c'est dur. Et pour l'avoir fait à un moment donné et le faire un petit peu encore aujourd'hui avec certains particuliers, c'est pas simple. Parce que
vous dites, vous l'avez dit, alors toi tu disais je savais à peu près que je voulais être entrepreneur, toi tu disais bon moi j'ai travaillé 8 mois, ça m'a suffi quoi. Parce que je pense qu'on a des profils comme ça aussi et que c'est notre personnalité. À l'inverse, quand tu fais le choix d'un CDI ou d'un profil salaire, c'est parce que c'est ton profil aussi, parce que quand tu travailles toute ta vie, même si t'es pas forcément pleinement épanoui, à un moment donné c'est que tu acceptes certaines conditions, plus de choses que vous et moi, parce que nous on pourrait même pas le supporter, ça nous rendrait... Et donc en fait je pense que ces profils-là, c'est encore plus dur pour eux d'investir. Et donc, c'est là où vous pouvez tout à fait vous dire que... et puis, après, ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où tu as quand même impacté ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà énorme. Parce que c'est quand même ouf. Il y a des gens à qui tu peux changer la vie dans le bon sens, parce que derrière, on le sait très bien, ils vivent pas forcément de leur immobilier parce que c'est long et ça prend du temps. Par contre, ils peuvent développer soit du marchand de biens, soit devenir chasseur, soit devenir agent mandataire, mais en tout cas développer une passion dans ce sujet, le développer, et ça c'est quand même vachement cool. En tout cas, c'est ce que je pense sur le sujet, et c'est là où je pense que ce que vous faites est tout à fait cool. Et en plus, malheureusement, en France, on parlait tout à l'heure des États-Unis, j'imagine que c'est un peu moins vrai là-bas, en tout cas c'est ce que j'en comprends, mais en France on tape beaucoup sur les formateurs IMO. C'est aussi pour ça que moi j'ai bifurqué à un moment donné sur mes choix, parce que j'avais commencé rapidement pour faire de la formation, et c'est là où je suis assez admiratif, c'est que souvent on est beaucoup critiqué, surtout quand tu fais des études supérieures. Moi quand j'étais à Audencia, mais toute la journée, ah ouais machin, ils critiquaient les formateurs IMO en disant c'est de la poudre de perlimpinpin, etc. Alors oui, il y a des gens qui font des choses pas forcément de la bonne manière, mais il y en a beaucoup qui essayent de se donner et qui essayent de le faire correctement, et qui aident malgré tout des gens. Donc c'est dommage de taper constamment. Enfin, c'est pas si facile au départ quand même. Non. Mais c'est pour ça que nous, on a pris aussi ce parti pris d'être hyper authentique, d'être hyper vrai. C'est vraiment, ça nous tient à cœur, et je pense que on a orienté aussi l'offre vers ça, qu'on est hyper présente pour nos clients, parce qu'on ne veut pas cette image de on a créé une formation et puis après, ciao, bye. Mais je suis d'accord que l'image n'est pas très belle. Plus coaching, vous avez l'un ou l'autre, on a formation et accompagnement, mais même dans la formation, en fait, il y a vraiment un suivi. On a un coach attitré qui t'envoie un message, qui vérifie où est-ce que tu en es, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin de faire un appel. On a des lives. On a une communauté, on a un groupe Slack où du coup tout le monde échange au quotidien, donc c'est quand même très suivi, et nous notre priorité c'est la satisfaction client, donc c'est très 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 cadré, parce que justement quand on a lancé le truc, on a remarqué direct que les gens n'avaient pas besoin d'une énième formation, et que même dans la formation ils achètent, ils commencent, ils visionnent 5 minutes et puis ils arrêtent, donc c'était pas ça qu'il fallait. Pour beaucoup c'est les connaissances qui manquent initialement, mais c'est aussi surtout on te tient la main, on te booste, on enlève en fait les peurs, les craintes. Il y en a plein, ils vont faire des visites et tout, et en fait, ils ont juste besoin de nous pour dire oui, fais attention à ça en visite, ou vas-y. Moi, souvent, c'est ça. Hein. Nous, souvent, moi, on m'envoie des textos, surtout les entrepreneurs, ils s'en foutent presque un peu. Des fois, c'est presque trop. Moi, je fais des rendez-vous à la Tour Montparnasse. J'ai un de nos investisseurs. On fait un rendez-vous, il me dit écoute, moi j'ai un accord de crédit à 280 000, il me faut un produit pour dans 3 semaines maximum. Je lui dis écoute, là j'ai un truc pas trop mal, je vais te l'envoyer. Je lui envoie. Et je lui dis écoute, il me dit ouais ça m'intéresse et tout, il me dit je peux, et je lui dis écoute, quand est-ce qu'on peut planifier la visite? Et c'était à Saint-Nazaire le projet, et il me dit non moi je vais pas me déplacer pour un truc à 280 000. Donc je lui ai dit c'est vraiment deux clients, c'est chouette ça, allez hop on signe. Là, tu gagnes du temps, mais du coup c'est là où c'est difficile d'aller, c'est un vrai job quotidien d'aller dire vas-y il faut y aller, là tu y vas, parce que c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment l'objet de l'accompagnement de nos coachs au quotidien, c'est ça, c'est qu'il y en a qui vont nous dire je sais, je l'ai vu dans la formation, dans les vidéos, je sais, mais en fait, ils ont juste besoin qu'on leur dise oui, vas-y, ça peut être intéressant, oui, tu vas pas te casser la gueule. Et même une fois qu'ils ont eu l'offre acceptée et tout, c'est tout le reste des étapes. Ils ont besoin qu'on les rassure, et je comprends en fait, c'est pour ça que... c'est pour ça qu'on l'a fait quoi. Parce qu'on le sait que nous, on a eu la chance d'avoir quand même une éducation financière à la maison, on a eu la chance de faire des études, de réfléchir à ce genre de choses, et d'avoir ce côté inné aussi de l'investissement et de l'entrepreneuriat que pas tout le monde a. Pas tout le monde a eu cette chance, donc pour nous, c'est notre mission, notre devoir d'inculquer ça à un maximum de monde, quoi. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Oh non, la fameuse question. J'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est quoi votre passion inavouable? Mais vraiment, là, tu sais, tu me poses une colle. Hein. Alors, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on a 3 minutes, donc il va falloir qu'on aille vite. Je vais te donner plusieurs passions inavouables, et comme ça, vous pourrez me sortir la vôtre. Alors, il y en a une que je vous ai donnée hors caméra, sur la masturbation. On peut le dire parce qu'on l'a diffusé la vidéo. Tout à fait. On parlait de Simon d'Aragon qui a fait son séminaire ce week-end. Lui, c'est les chemises.
Donc le nombre de chemises qu'il possède. Donc je crois qu'il nous a dit en podcast qu'il en avait 150 de la même couleur, la même taille, etc. Et What? Alors pas de jugement sur les passions de nos invités, s'il vous plaît. Wow, non, mais je trouve ça. Genre, j'imagine le dressing carré. tout carré. Toi, je ça te trouve fait ça. rêver, ça, ouais, non? moi, je trouve ça Alors attention, du coup, il a pas qu'un dressing, vous imaginez bien, pour stocker 150 chemises. C'est pour ça aussi qu'il fait souvent Lille, Paris. En fait, c'est des dressings voilà. partout. Et... On a eu une personne qui collectionnait les chaussons d'hôtel. Eh ben écoute, ça aurait pu être moi. Merde. Putain, j'ai une paire de chaussons dans ma valise. Alors toi, t'en as une, mais là, c'était plusieurs à chaque fois. Et... Ah, mais je elle les a un ramène stock à à la chaque maison. fois. Hein. Ah, ok. Voilà. Donc voilà, on a tout un tas de passions de ce type-là. Il y en a plein d'autres, mais je vous laisse nous régaler avec la vôtre. Waouh. Oh putain, mais t'aurais pu sortir le truc des chaussons là, mais ça y est, c'est pris déjà. Ah ouais, c'est trop tard là. Je sais pas si j'ai un truc. T'as forcément un truc que tu fais ou. En fait, le truc, c'est que souvent. Alors, ça arrive aussi qu'il y a des personnes qui nous donnent des passions, mais qui sont pas vraiment leur passion inavouable et qui nous le donnent hors caméra. Parce qu'il y a des trucs vraiment, souvent, tu te dis, ouais, ce que je fais, c'est chaud, et du coup, je le dis pas. Je sais pas, moi vu que je suis hyper carré et tout, je pense que c'est genre dans le rangement, je suis capable de ranger ce que j'ai déjà rangé et re-ranger ce que j'ai rangé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais Genre, elle lave son linge qui a déjà été lavé, par exemple. Non, pas ça. Ah ranger. Non, Non, mais genre. Non, mais tu laves ton linge qui a déjà été lavé. Ça, c'est une vraie passion inavouable. Non, c'est c'est un vrai truc. Ça. Parce qu'il n'y a pas d'utilité, hein, a priori. Non, mais je sais pas, genre, je vais me dire, je vais trier telle pièce ou telle, tu vois, telle boîte ou quoi. Ouais. La semaine prochaine, je peux la retrier, tu vois ce que je veux dire? Okay. Voilà, je peux te dire que c'est ça, peut-être. T'es une maniaque plus. Ouais, je suis une tarée avec ça. Ok. Et toi, alors? Putain, mais j'en sais rien. Balance sur ta sœur, tu sais quoi? Elle t'a balancé, là. Elle dit que tu fais des lessives alors que t'as déjà... Mais en parlant de lessive, toi, tu vas enlever ton jean en même temps que la culotte, en même temps que les chaussettes. Mais du coup, c'est pas une passion. Genre, ça me fait chier d'être bordélique. Vas-y, va au bout parce que là, c'est énorme. Ah merde. Et ben du coup, en fait, quand on vivait ensemble petite, tu rentres dans la salle de bain et limite, tu marches dans le truc. Et donc, elle te l'a enlevé comme ça. Limite, elle pourrait te le renfiler, le truc. Mais t'es terrible. Et en plus, c'est pas une passion, bordel. Attends, passion, je réfléchis. Non, mais je crois qu'on peut en rester là. Il reste 20 secondes. Ah merde. Terminé. J'avais une dernière question, mais je sais pas si on aura le temps. Si vous voulez terminer sur le mot de la fin, s'il y a une question que je vous ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui aurait été important pour vous d'aborder, c'est vous qui répondez à votre propre question. Et je vous en laisse une pour vous deux parce que malheureusement, on a plus le temps. Ah. Est-ce qu'on peut investir en étant étudiant? Est-ce qu'on peut investir en étant au chômage? Est-ce qu'on peut investir en n'ayant pas de CDI? Yes, tout à fait. Voilà. C'est une belle conclusion. Ouais. Faut y aller, faut se lancer. Faut pas avoir peur, il faut pas se bloquer, faut pas se limiter parce que même le banquier, le courtier, le voisin, l'oncle vous a dit que c'était pas possible, c'est possible. Ouais. Merci, et peut-être du coup se moyens. raccrocher à des personnes qui ont ces caractères-là et qui vont peut-être qui vont T'es la booster. moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Exactement. Et ben voilà, c'est bon. Ouais, je suis habitué. Mic drop. Merci les filles. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Salut.